Et donc, j'aimerais bien vous parler un petit peu d'une histoire, vous raconter une histoire, comment on a commencé sur un projet peu de la recherche fondamentale et qui nous a mené vers plutôt un projet d'innovation et d'entrepreneuriat. Comme Michel a indiqué, je suis dans le laboratoire d'hydrodynamique de l'IX, donc l'ADIX, et je suis là-bas depuis 2010. Donc, ce qui m'intéresse, moi et mon équipe, c'est les maladies vasculaires et plus précisément, c'est l'athérosclérose. Donc, vous connaissez peut-être l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est la maladie qui mène aux crises cardiaques et aux AVC. C'est la première de mortalité dans le monde. Et dans le début de l'athérosclérose, on a une image qui est un peu comme ça. Donc, ça, c'est l'intérieur d'une artère où vous voyez dans la paroi artérielle des dépôts, les premiers dépôts de cholestérol, des autres grandes molécules dans la paroi artérielle. Et avec le temps, ces dépôts développent des lésions ou des plaques qui peuvent bloquer un vaisseau comme l'artère coronaire, par exemple, et induire une crise cardiaque. Sinon, cette plaque peut se déplacer et aller, par exemple, dans le cerveau, boucher une artère dans le cerveau et donc induire un AVC. Euh, donc, euh, peut-être quelques mots sur l'évolution, comment le développement de l'athérosclérose. Si on commence euh, par une artère normale. Ça, c'est la structure artérielle normale. Donc ici, c'est la lumière de l'artère où il y a le sang. Et, euh, et ça, c'est la paroi artérielle. Et ce que vous voyez en vert ici, c'est une monocouche de cellules qui tapissent tous nos vaisseaux sanguins, qui s'appelle l'endothélium. Donc, l'endothélium, c'est vraiment une monocouche de cellules qui est à l'interface entre le sang et la paroi artérielle. Plus loin dans la paroi artérielle, il y a un autre type de cellules qui s'appelle les smooth muscle cells en anglais ou les cellules musculaires lisses en français. Ça, c'est les cellules oranges ici. C'est les cellules musculaires qui permettent à l'artère de pouvoir, par exemple, se dilater ou de constricter. Alors, ça, c'est l'artère normale. Euh, Quelques mots sur ce l'endothélium, cette structure en vert ici. L'endothélium, en fait, sert à plusieurs fonctions très, très importantes dans notre système vasculaire. Une fonction importante de l'endothélium est de réguler ce qu'on appelle la perméabilité du vaisseau, c'est-à-dire le transport entre le sang et la paroi artérielle des molécules comme le cholestérol. Donc, dans le cas d'un endothélium qui fonctionne bien, ce transport de cholestérol et des autres grandes molécules, euh, ce transport est régulé entre le sang et la paroi artérielle. Une deuxième fonctionnement très important de l'endothélium, c'est son caractère, ce qu'on appelle antithrombose, c'est-à-dire que quand l'endothélium fonctionne normalement, il empêche la formation des caillots sanguins. Et quand l'endothélium est soit endommagé, soit blessé, soit dysfonctionnel, la probabilité des caillots sanguins augmente significativement. Et un troisième fonctionnement de l'endothélium qui est aussi très important est de réguler la migration et la prolifération des cellules musculaires lisses. C'est-à-dire les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses sont en communication continue. Et dans le cas d'un endothélium qui fonctionne bien, ça envoie des signaux aux cellules musculaires lisses de ne pas proliférer d'une façon incontrôlée. Et c'est-à-dire aussi quand l'endothélium devient dysfonctionnel ou endommagé, les cellules musculaires lisses commencent à proliférer d'une façon incontrôlée et elles peuvent envahir la lumière et obstruer le vaisseau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'athérosclérose? Alors, avec l'athérosclérose est déclenchée avec l'inflammation chronique de l'endothélium. Donc, en fait, c'est fondamentalement
une maladie inflammatoire, et c'est une maladie de l'endothélium. Et cette euh, euh, inflammation de l'endothélium peut être induite par plusieurs choses. Ça peut être induite par certains virus, ça peut être induite par certains facteurs environnementaux, et ça peut être induite aussi par certains types d'écoulements dans nos vaisseaux. Mais quand l'endothélium devient chroniquement inflammé, l'endothélium ne plus fonctionner normalement et donc on commence à avoir beaucoup plus de transport de cholestérol du sang et l'accumulation dans la paroi artérielle. On commence aussi à avoir une réponse inflammatoire typique, c'est-à-dire des globules blancs qui vont adhérer à l'endothélium et rentrer dans la paroi artérielle. Et avec le temps, sur des périodes de plusieurs années, on va commencer à avoir cette lésion et ces plaques et le vrai danger est quand cette plaque, euh, quand il y a une rupture de cette plaque. Parce que la rupture du plaque casse l'endothélium et avec ça, il y a le risque de développement d'un caillot sanguin d'une façon très rapide. Et quand ça arrive, par exemple, dans l'artère coronaire, ça peut mener à une crise cardiaque. Donc, c'est un peu ça les différentes étapes dans le développement de l'athérosclérose. Maintenant, une question est comment on traite l'athérosclérose. Aujourd'hui, le traitement le plus courant, c'est le déploiement de ce qu'on appelle un stent. Le stent, c'est un des dispositifs les plus déployés au monde. On déploie à peu près 7 millions de stents par an partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est un stent? Un stent, c'est une forme de grillage, si vous voulez, souvent métallique, des fois polymérique, mais dans la plupart mécanique. Et souvent, c'est déployé sur un ballonnet. Donc, l'idée est de filer ce ballonnet avec le stent sur son dos, soit par le bras, l'artère radiale, soit par la jambe, l'artère fémorale, et l'enfiler jusqu'au coronaire, par exemple, là où il y a l'athérome, là où il y a le blocage de l'artère. Et quand on arrive donc là où il y a l'athérome, on va gonfler le ballonnet. Ça va déployer le stent, ça va l'élargir. Après, ça, l'élargissement de stent va pousser l'athérome contre la paroi artérielle, donc ouvrir le vaisseau. Ça va rétablir l'écoulement sanguin dans le vaisseau. Après, on va dégonfler le ballonnet, on va retirer le ballonnet et le stent reste en place et sert comme un échafaudage pour l'artère et pour garder l'artère ouverte et avec un écoulement normal. Donc, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, c'est très courant. Dans la grande majorité des cas, c'est une procédure qui est réussie, mais dans à peu près 10% des cas, il y a deux types de complications. Ça, c'est les deux complications les plus courantes associées au stent. La première, c'est ce qu'on appelle le rosténose, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la thrombose. Donc, le rosténose, ça veut dire la reformation de blocage du vaisseau, typiquement quelques mois après avoir déployé un stent. Et la deuxième complication, c'est la thrombose. La thrombose, ça veut dire la formation d'un tuyau sanguin à l'endroit du stent et qui peut arriver presque n'importe quand. Heureusement, c'est très rare, mais quand ça arrive, c'est mortel quand même dans à peu près 50% des cas. Donc ça, c'est les deux complications les plus courantes euh, associées au déploiement de stents. Et ce qui est important de reconnaître et de comprendre est que ces deux complications sont vraiment liées au fait que le stent lui-même endommage l'endothélium, cette monocouche de cellules dont on a parlé avant. En fait, ce qu'il faut réaliser est que l'endothélium, c'est une monocouche de cellules vraiment très délicate. Euh, Par exemple, nous, on travaille avec des cellules endothéliales dans nos laboratoires. Si je prends une monocouche de cellules endothéliales et je prends un cheveu, peut-être pas un de mes cheveux parce que j'en ai pas beaucoup, donc, mais peut-être un de cheveux de quelqu'un d'autre, un de mes étudiants, par exemple. Et si on prend un de ces cheveux et on le passe sur la monocouche de cellules endothéliales, je vais endommager les cellules endothéliales d'une façon significative.
Donc, vous pouvez imaginer quand on va prendre un stent qui est fait de métal et on va le gonfler à une haute pression pour pousser l'athérome. Là, on va vraiment abîmer les cellules endothéliales d'une façon massive. Donc, c'est vraiment critique que cet endommagement que le stent en fait induit dans l'artère, que ça guérisse assez rapidement pour qu'on évite la rosténose et la thrombose. Complications qui sont, qui sont causées par le fait qu'on a endommagé les cellules endothéliales. Donc, nous, on était en train de réfléchir dans mon équipe à ce type de problématique, essayer de comprendre comment le stent même vraiment interagit avec la paroi artérielle pour mener à des restenoses et de thromboses. Et quand on a commencé à réfléchir à ces questions, on a réalisé qu'il y a très peu de systèmes où on peut vraiment contrôler les choses pour comprendre. La plupart des études étaient faites sur des animaux et dans un animal, c'est vraiment très compliqué, hein. C'est très difficile d'isoler des facteurs individuels. Donc, ce qu'on a commencé par faire, et c'était le travail de Elizabeth Antoine et de Belen Rodriguez Garcia, deux postdoc et ingénieurs qui étaient dans mon équipe il y a quelques années, qu'on a fait et on a développé une forme d'artère artificielle, une artère coronaire artificielle, dans laquelle on peut déployer des stents et regarder d'une façon contrôlée cette interaction entre les stents et la paroi artérielle. Donc, pour vous décrire notre artère artificielle d'une façon rapide, en gros, la paroi artérielle s'est faite avec un hydrogel de collagène dans lequel on met des cellules musculaires lisses, c'est ce que vous voyez en rouge ici. Et après, on met donc ça c'est une section hein, de l'artère, on met un trou dans cette artère et on tapisse avec des cellules endothéliales. Donc le but, bien sûr, est de construire quelque chose qui ressemble à une artère coronaire. Et après, on peut mettre cette artère dans un écoulement qui simule ou qui mime l'écoulement pulsatile, l'écoulement transitoire qui existe dans nos artères coronaires. Et ce qu'on a pu montrer est qu'on peut, par exemple, déployer un stent, cette artère artificielle. Donc là, c'est le ballonnet avec les stents dessus. Là, on va gonfler le ballonnet et on va déployer le stent, comme vous voyez. Et à la fin, on a donc un stent qui est déployé dans l'artère artificielle. Et ce qu'on a pu montrer est que dans cette artère artificielle, quand on met un stent, on peut endommager les cellules endothéliales d'une façon un peu similaire à ce qu'on voit in vivo quand on met un stent dans un patient. Et ce qui est intéressant est qu'on peut donc marquer les cellules endothéliales qui ne sont pas endommagées, qui restent encore. On peut les marquer avec une molécule fluorescente et on peut, avec une période de temps, monitorer par microscopie de fluorescence, monitorer la migration, la prolifération des cellules endothéliales pour voir comment, en fait, cette blessure que le stent a induite est guérie. C'est ce qu'on appelle le wound healing, hein, le cicatrisation, si vous voulez, de cette artère. Et là, c'était vraiment la première fois où on pouvait visionner ou imager le processus de cicatrisation de cellules endothéliales à la suite de déploiement de stent. Et c'est vraiment assez puissant parce que ça veut dire maintenant qu'on a ce système-là, on peut tester beaucoup de choses. On peut regarder l'effet de différents types d'écoulements sur le guérisson. On peut regarder l'effet de différents types de design de stent, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de différents types de stents qui existent dans le marché. On peut regarder, par exemple, on peut changer la propriété mécanique du collagène d'hydrogel, de l'hydrogel de collagène, donc, qui constitue notre paroi artérielle. On peut faire une artère plus rigide ou moins rigide. Donc, c'est une forme de plateforme qui nous permet de tester pas mal des hypothèses et nous faire vraiment comprendre comment un stent interagit par
avec la paroi et comment cette paroi réagit au déploiement de stent. Donc, c'était pendant qu'on était en train de réfléchir à ce type de questions, il y a un doctorant, ancien doctorant dans mon équipe, Franz Boschak, euh, qui est venu me voir et on a commencé à réfléchir à l'idée de est-ce que c'était possible de simplement pas simplement comprendre les processus, les complications de rosténose et de thrombose, mais est-ce que c'était possible, par exemple, d'essayer d'empêcher ce type de complications d'arriver, ou au moins de les détecter à une étape très tôt dans leur évolution pour pouvoir réagir avant que ça devienne problématique. Parce que la rosténose, quand ça arrive, et ça rebouche les vaisseaux. Il faut refaire le procédure d'ouvrir le vaisseau. La thrombose, comme j'ai mentionné, ça peut être très grave. Donc, si on arrive à les détecter, les complications d'une façon très, très précoce, ça pourrait sauver des vies. C'est un peu l'idée. Euh, et notre idée était d'essayer de développer une forme de stent connecté, une forme de stent qui serait instrumenté de certains capteurs qui vont nous dire ou donner, faire, donner un rapport, si vous voulez, sur l'état du stent. Qu'est-ce qui couvre le stent? Et il fallait aussi réfléchir à communiquer cette information au monde externe. Donc, à la fois des capteurs qui vont détecter les complications et un système de communication avec le monde externe. Donc, comme vous pouvez imaginer, c'est un projet assez ambitieux parce que ce stent va être implanté à vie dans nos corps, hein. Donc, il faut que ces capteurs soient fiables, il faut qu'ils ne causent pas de problème et il faut que le système de communication qu'on développe. On a commencé et première chose est quelle technologie de capteur? Ben, la technologie sur laquelle on a décidé de travailler, c'est de la spectroscopie d'impédance. Donc, certains de vous surtout sûrement connaissent ça. Donc, l'idée est de faire des mesures électriques, en fait. Donc, l'idée est de couvrir des éléments de stent avec des électrodes, euh, mettre une voltage assez faible euh, entre des électrodes. Et l'idée est que si les électrodes, selon le type de matière biologique qui couvre les électrodes, on va avoir un courant électrique qui est différent. Donc, si par exemple le stent euh, n'est pas du tout couvert de cellules, ça va donner un signal électrique particulier. Si on a une cicatrisation efficace où le stent est couvert des cellules endothéliales, va donner un autre type de signal électrique. Si on est en train de faire de rosténose, et la rosténose, ça veut dire il y a beaucoup de prolifération de cellules musculaires lisses qui vont couvrir le stent, ça va donner un autre signal électrique. Et si on est en train de faire un thrombose, c'est-à-dire un cryo sanguin, ça va donner encore un signal électrique différent. Et on fait ça, on fait de spectroscopie. Donc, en fait, on fait ces mesures à beaucoup de différentes fréquences sur une très large gamme de fréquences. Euh, il y avait, comme vous pouvez imaginer, pas mal de challenges là-dessus, hein. Stent, c'est quelque chose comme 60 ou 80 microns d'épaisseur. Il ne faut pas ajouter beaucoup d'épaisseur avec nos capteurs. Donc, nos capteurs font de l'ordre de 10 microns. On ajoute après 10 microns d'épaisseur un élément de stent, hein. Donc, on a commencé d'abord dans le laboratoire avant de pouvoir déployer ça vraiment dans un animal. Et on a validé que on a des différents signaux électriques selon si les capteurs sont couverts des cellules endothéliales, des cellules musculaires lisses ou d'un caillot sanguin. La prochaine étape est de vraiment développer ce stent et le mettre dans un animal. Et on a choisi le cochon comme un animal. Le cochon, c'est un modèle animal qui est utilisé souvent dans la recherche cardiovasculaire.
Euh, et on a réussi en fait à déployer ce stent dans un cochon et on a pu montrer que in vivo maintenant dans un cochon vivant, le signal d'un tuyau sanguin ressemble à ce qu'on avait mesuré dans le laboratoire et le signal des cellules musculaires lisses, donc la rosténose, ça c'est la thrombose, ça c'est la rosténose. Donc la rosténose, ça ressemble aussi au signal électrique qu'on voit dans le laboratoire. Donc on était vraiment très encouragés. Et on n'était pas les seuls à être encouragés. Vous, euh, c'est cette personne qui est venue à l'X à un moment et on a eu l'opportunité de lui présenter notre projet parce qu'on avait démarré une startup à ce point-là qui s'appelait Instant pour Intelligent Stent. Donc, François Hollande est passé à l'X et on a pu partager notre enthousiasme pour ce projet avec lui. Vous connaissez peut-être cette personne-là, ça c'est en fait pendant qu'il était encore ministre de l'économie. Et donc, et là, il est en train de un peu apprécier notre teint intelligent. Euh, donc, on était vraiment très contents parce qu'on avait des résultats scientifiques qu'on trouvait très prometteurs. Il y a un vrai besoin médical et le marché est vraiment très, très grand. Donc, on a pensé que Instant sûrement va être un grand succès. Et comme vous savez sûrement tous, donc la start-up, on a commencé par des fonds publics. Après, on a eu des investissements par des business angels. Mais à un moment, il faut aller vers des investisseurs, donc des VCs, hein, des venture capitalists. Et au moment qu'on a commencé à discuter avec les VCs sur le projet de Instant, le Stent intelligent, ils étaient réticents vraiment d'investir dans ce projet. Et on était un peu surpris au départ, mais leurs raisons, les raisons qu'ils nous ont données pourquoi ils étaient réticents, sont plusieurs. Euh, une raison qu'ils nous ont donnée est que de faire un stent intelligent et aller jusqu'au bout, ça va faire un essai clinique qui va être vraiment très coûteux et très grand. Ils ont estimé le coût à de l'ordre de 100 millions d'euros. Et donc, il y avait pas mal de risques pour eux. Euh, aussi, ils voyaient les stents, c'était des commodity items. Donc, la marge de profit sur les stents, aujourd'hui, n'est pas très grand. Donc, ça, c'est un concert, quelque chose qui était une question pour eux. Et la troisième chose qui était importante pour les investisseurs était la question de remboursement. Donc, un stent intelligent va sûrement coûter un peu plus qu'un stent stupide, un stent comme on a aujourd'hui. Donc, la question est qui va payer le coût additionnel? Est-ce que c'est l'hôpital? Est-ce que c'est la sécurité sociale? Est-ce que c'est le patient? Est-ce que c'est les boîtes d'assurance? C'était pas clair le modèle de remboursement. Donc, pour ça, ils étaient réticents d'investir dans le stent intelligent. Donc, comme vous pouvez imaginer, nous, on était déçus, mais on savait qu'on avait une technologie quand même qui était assez unique et qu'on avait développé de valeurs vraiment importantes dans le développement de cette technologie. Donc, on a passé pas mal du temps à réfléchir, à discuter avec des médecins, jusqu'au point qu'on a pu pivoter avec cette technologie. Et au lieu d'aller vers un stent intelligent, on a décidé d'utiliser la même technologie dans le domaine de l'AVC. Euh, donc, en gros, l'AVC, comme vous pouvez imaginer, quand même une maladie très importante. Il y a à peu près 15 millions des AVC dans le monde tous les ans. Il y a à peu près un tiers des gens qui ont des AVC qui meurent de l'AVC. Il y a un tiers qui sont handicapés à cause de l'AVC. Il n'y a qu'un tiers qui sortent bien suite à un AVC. Ce qui est vraiment, bon, au niveau financier, c'était très gros marché, mais ce qui est vraiment très important est qu'il y avait aussi des nouvelles technologies dans le domaine de l'AVC
qui donne des opportunités. Donc, euh, peut-être quelques mots sur qu'est-ce que c'est un AVC. Un AVC, c'est vraiment un caillot sanguin qui se développe dans un vaisseau dans le cerveau. Euh, c'est très, très important pour les AVC de pouvoir retirer ce caillot sanguin aussi rapidement que possible. Parce que le temps, c'est un facteur majeur. Le temps égale des neurones dans l'AVC. Hein. Euh, Traditionnellement, la façon qu'on traitait les AVC, c'est par l'injection d'un molécule qui s'appelle le TPA, Tissue Plasminogen Activator. C'est un molécule qui est censé dissoudre le caillot sanguin dans les vaisseaux. Euh, mais le TPA, ça marche que dans à peu près 40% des cas. Donc, dans la majorité de cas, le TPA ne marche pas. Euh, en, D'ailleurs, peut-être il faut mentionner qu'au moment qu'on a changé euh, notre, notre cible, on travaillait plus sur les stents intelligents, mais plutôt sur les AVC. On a changé le nom de notre startup. Aujourd'hui, le startup s'appelle Sensome parce qu'on voit le startup comme une startup qui fait des capteurs, des sensors, donc des capteurs qui peuvent avoir plusieurs applications. Donc, Extent est devenu Sensome, et aujourd'hui, Sensome, c'est à peu près une trentaine de personnes, comme vous voyez ici. Mais donc, j'ai mentionné que le TPA est une molécule qui n'est pas très efficace. Mais en 2014 et 2015, il y avait des nouvelles technologies qui étaient développées dans le domaine des AVC. C'était une autre façon de traiter les AVC. C'était vraiment une révolution dans le traitement de l'AVC. Et c'est basé sur le principe de thrombectomie mécanique, c'est-à-dire maintenant, au lieu d'aller chimiquement dissoudre un caillot, on va aller et le retirer mécaniquement, physiquement. Et pour faire ça, il y a deux types de dispositifs. Il y a le premier qui s'appelle un stent retriever. Un stent retriever, ça ressemble beaucoup à un stent. Et l'idée est de le filer de la jambe. Et maintenant, au lieu d'aller dans le coronaire, on va aller dans la tête, hein, dans le cerveau, dans l'artère du cerveau. Et il va capter le caillot et on va le retirer. Là, je vais vous montrer une animation de ça. Donc voilà, là, on a un caillot dans un vaisseau cérébral. On va venir avec un petit fil qui s'appelle un guide wire. En français, c'est un guide. C'est un fil métallique qui fait à peu près 300 microns à son bout. Et donc, ce guide, c'est, comme le nom suggère, c'est la façon qu'on va déployer le stand cleaver. Donc, voilà le guide est le premier dispositif qui rentre. Là, on a ce tube-là dans lequel on va enfiler le stand cleaver que vous voyez, que vous allez voir là. Ça ressemble à un stand qui va capter le caillot et on va le retirer physiquement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le stand cleaver thrombectomy. Ça, c'est un dispositif. L'autre dispositif qui est utilisé aussi pour le mechanical thrombectomy, c'est ce qu'on appelle aspiration catheter. Donc là, c'est un petit aspirateur. Déjà, on commence par ce guide. Hein. Le guide va cette fois-ci guider cet petit aspirateur qui va venir aspirer d'une façon progressive le caillot sanguin. Donc, ce qui est important à reconnaître ou réaliser dans ces deux types de procédures, ce guide wire, ce petit fil, ce guide, est le premier dispositif à aller dans les deux cas. Donc, une autre chose qui est importante à savoir est qu'il y a différents types de caillots sanguins qui peuvent être à la base d'un AVC. Certains AVC sont causés par des caillots, ce qu'on appelle des caillots rouges, certains par des caillots blancs, et après, il y a d'autres couleurs entre les deux, des caillots, ce qu'on appelle des caillots mixtes. Et en fait, ça reflète la composition des caillots. Les caillots blancs il n'y a pas beaucoup ils n'ont pas beaucoup des globules rouges, mais ils ont beaucoup d'un type de protéine qui s'appelle la fibrine. Les caillots rouges sont très riches en globules rouges, très pauvres en fibrine, et les mix, c'est entre les deux.
Et ça traduit par des propriétés mécaniques des cailloux qui sont très différentes. Et ce qui est important aussi à réaliser est que, par exemple, aujourd'hui, on sait que les cailloux rouges sont mieux retirés par un stantriver, mais les cailloux blancs sont mieux retirés par une aspiration, par l'aspiration. Le problème est quand on fait de l'imagerie des cailloux, on ne sait pas quelle couleur c'est le caillou. Donc, ce que Samsung fait aujourd'hui, Samsung prend ce guide dont je vous ai parlé, le fil métallique qui est 300 microns à son bout, et on met nos capteurs d'impédance sur ce guide. Ça fait que si vous pensez que ça c'est un cheveu, par exemple un cheveu humain, on ajoute ce type d'épaisseur à ce guide, à ce cheveu. Donc en fait, on ajoute très peu d'épaisseur au guide. Et ça c'est très important parce que le guide doit pouvoir naviguer à travers nos artères tout le chemin dans le cerveau. Donc au moment que le guide, donc ça fait un guide intelligent parce il a des capteurs d'impédance, au moment qu'il arrive dans le caillou, il peut sonder ces cailloux et dire si le caillou est rouge, blanc ou entre les deux, et donc guider le médecin dans le meilleur choix de dispositif, de choisir un stent retriever ou un aspiration catheter, parce que c'est très, très important pour les médecins qu'ils retirent ce caillot, ce qu'on appelle un first pass. Donc, c'est de retirer le caillot de la première fois. Aujourd'hui, ce qu'ils font, ils passent par un stent retriever, par exemple, ils essayent, ça marche pas, ils essayent quelques fois, ça marche pas, ils changent de dispositif, ils mettent l'aspiration et et il espère que ça marche. Tout ça prend du temps. Donc, si on arrive à avoir de l'information qui indique quel type de dispositif à utiliser de la première fois, c'est quand même de l'information très précieuse. Donc, c'est un peu pour vous donner une impression du guide par rapport à un centime. Comme j'ai mentionné, ça c'est l'épaisseur du capteur par rapport à un cheveu. Ça c'est une photo de ce Smart Guidewire qu'on a développé, qui est le premier type de Smart Guidewire dans le monde. On vient de finir des essais cliniques avec ce Guidewire en Australie et en France, et je suis content de vous dire que ça marche très bien. Et maintenant, on est en train de faire l'application pour l'homologation pour pouvoir commercialiser ce guide intelligent. Donc, on fait l'homologation à la fois en Europe pour le marquage CE et aux États-Unis pour avoir de FDA approval. Ça, je crois que je vais peut-être m'arrêter ici et parce que je vois qu'on a presque plus de temps et je serai très content de répondre à des questions si vous les avez. Oui, merci, professeur Barakat, pour cette présentation tout à fait passionnante. Et merci à vous qui participez à ce masterclass. Alors, nous avons déjà des questions dans le chat et nous allons en couvrir le plus possible dans les prochaines 20 minutes, qui est la durée de ce Q&A. Alors, nous démarrons avec la question suivante. Vous avez parlé de détecter les cas où le stent a endommagé la paroi endothéliale. Pouvez-vous penser à des moyens de prévenir ou de minimiser l'endommagement endothélial induit par le stent? Oui, à un moment, on avait pensé à ça. Ce qu'on avait envisagé est de, par exemple, mettre une forme de couche, une forme de gel à l'extérieur du stent pour pouvoir amortir un peu l'endommagement ou le contact entre le stent et la paroi artérielle. Et on a testé ce type de concept. Et effectivement, on peut réduire l'endommagement de quelque chose comme 80% de surface endommagée à quelque chose de 30 ou 40% d'endommagement. Mais on n'a jamais réussi à complètement empêcher l'endommagement endothélial. D'accord. Alors, il y a différents types de stents. Est-ce que certains fonctionnent mieux que d'autres? Alors, ça, c'est une question qui nous intéresse pas mal, en fait. Après le développement de l'artère artificielle dont j'ai parlé, un jour, j'étais dans mon bureau, il y avait quelqu'un qui m'a appelé et il était
le PDG d'une boîte qui fabrique des stents. Et en fait, il fabrique spécifiquement une forme de coating qui va sur les stents. Et il m'a dit que dans des essais animaux et même dans des essais cliniques, il voit que leur coating euh, améliore la performance de stent. Donc, il avait vu notre publication sur euh, les artères artificielles et les déploiements de stents dedans. Et on a travaillé ensemble pendant 2 ans ou 3 ans pour comprendre comment différents types de stents, différents types de coating de stents peuvent interagir avec les parois artérielles. Et effectivement, il y a certains types de stents qui endommagent l'endothélium moins que d'autres. Il y a certains types de coating qui peuvent promouvoir la cicatrisation endothéliale plus vite que d'autres. Donc, effectivement, il y a du travail à faire pour optimiser le design des stents et optimiser le couverture du stent, le coating qui couvre le stent. D'accord. Je veux dire, en passant, personnellement, je trouve que ce arterial mimic, c'est vraiment passionnant. Ça me fait penser en fait à l'invention du wind tunnel par les Wright Brothers, qui leur a permis en fait de faire beaucoup d'expérimentations très rapidement et de développer le premier vol d'un objet plus lourd que l'air. Exactement, en fait, ce système qui mime un peu et qui donne un peu de contrôle, en fait. C'est ça qui est aussi très important. On mime, mais aussi on peut contrôler des facteurs individuels dans le processus pour comprendre quels sont les facteurs qui vraiment jouent et dans quelles conditions. Et ça, on ne peut pas faire dans un animal, par exemple. Ah oui, alors nous avons une autre question. Comment fournissez-vous de l'énergie au stand intelligent pour le Complex Impedance Spectroscopy? Alors, c'est par induction. Donc notre idée était que on n'a pas besoin que le stent intelligent soit alimenté en continu, parce que la rosténose, la thrombose, ça met quand même un peu du temps pour se développer. Donc on avait en tête l'idée que d'avoir une système, par exemple, quand le patient se met au lit le soir, il va passer en forme de bâton sur son stent par induction à la fois pour alimenter le stent et pour recueillir l'information et donc download les informations du stent. Donc vous aviez aussi miniaturisé un système de communication dans le... Et donc, on avait commencé à travailler sur les systèmes de communication, mais on n'était pas arrivé au bout parce que au moment qu'on a décidé de faire le pivot vers le guide intelligent, c'est un peu on the back burner pour l'instant l'histoire de stent intelligent. Je pense un de ces jours, on va revenir au stent intelligent, mais peut-être pas tout de suite. Et je suppose dans le cas du Smart Guidewire, enfin, il y a en fait une liaison filaire, donc il n'y a pas besoin de... Exactement, parce que le Smart Guidewire, c'est pas un dispositif implantable en fait, c'est simplement interventionnel. Donc le Guidewire va être là pendant quelques minutes et il est filaire, il est connecté au monde externe. Alors de façon réaliste, de combien de temps a le médecin pour pouvoir en fait utiliser cet instrument et faire le diagnostic? Alors, Ça a un impact nous, sur le patient. pardon, Faut que ça ait un impact réel, enfin, oui, pour faire donc en fait, prévention ou prévenir en fait des oui, séquelles. en fait, en gros, le signal électrique, c'est très rapide, hein, mais donc, comme vous pouvez imaginer, on a une base de données qu'on a alimentée. Donc, en fait, avant de développer le Guidewire, la dernière version de Guidewire, on a fait des machines avec les mêmes capteurs qu'on a déployés à plusieurs hôpitaux. Euh, Emory University en Atlanta, euh, le Cleveland Clinic à Cleveland, euh, et quelques hôpitaux en France et en Belgique. Et là, on a travaillé avec des médecins qui, chaque fois qu'ils retiraient un caillot, ils mettaient dans ces machines-là, ils nous envoyaient les signaux d'impédance, et après, ils ont fait l'histologie pour savoir quel type de caillot ils étaient. Et après, on utilise beaucoup de machine learning derrière pour euh, savoir quel type de spectre d'impédance correspond à quel type de caillou. Donc, en gros, ce qu'on fait, et on a maintenant les signaux électriques qui sont très, très rapidement euh, euh, acquis, et on sait
avec nos machine learning algorithms, on peut faire une prédiction très rapidement de type de caillou d'une façon instantanée, en gros, et donc donner cette information un temps réel pour le médecin pour le choix de dispositif. D'accord, merci. Donc, nous avons encore une question sur le stand connecté. Certains stands sont biorésorbables. Ce n'est pas le cas du stand connecté, n'est-ce pas? Ou y a-t-il des inconvénients? Oui, donc en fait, effectivement, il y avait un stand résorbable qui était sur le marché, qui s'appelait le Absorb Stand, qui était fait par Abbott, donc une grosse boîte de dispositifs médicaux, mais en fait qui était retiré du marché il y a quelques années. Le stand biorésorbable, c'est un stand qui est à la base de polymers, hein, de polylactic acid. Et l'idée, c'est fantastique en fait, parce que c'est vrai qu'un stent métallique reste dans la paroi et ça durifie. Donc la partie du vaisseau où le stent est déployé perd sa souplesse, hein, perd sa compliance. Donc ça, c'est pas idéal. Donc le concept de stent biorésorbable est quelques mois après d'avoir fait son travail, le stent se dégrade et le vaisseau retrouve son compliance. Mais avec le Absorb Stent, donc Abbott a dépensé plus qu'un milliard de dollars pour développer l'Absorb Stent et le mettre sur le marché. Mais finalement, avec les essais cliniques, on a trouvé que les complications, le resténose et les thromboses étaient supérieures avec un stent biorésorbable qu'avec les autres stents. Donc, le FDA a obligé Abbott de le retirer du marché. Et aujourd'hui, il y a quelques projets de stents biorésorbables qui continuent à regarder, mais il y a pas vraiment de stents biorésorbables qui sont utilisés d'une façon massive dans le monde. Euh, mais effectivement, on avait pensé, quand on était en train de travailler sur les stents intelligents, sur est-ce qu'on peut déployer sur le stent pluricerebral, et on avait l'idée que potentiellement oui, mais avec le caveat qu'on aura des capteurs, donc des électrodes, qui resteront quand même dans la paroi artérielle, même si le stent disparaît. D'accord. Alors, une question maintenant concernant Sensome. Quel système de remboursement est prévu pour Sensome? Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter et voir exactement. Donc, je n'ai pas vraiment une réponse très précise là-dessus. On pense qu'on va ajouter de l'ordre de 15 à 20% au prix d'un guidewire, avec un guidewire intelligent. Et donc, mais effectivement, c'est qui va payer cette différence, c'est quelque chose encore à déterminer. D'accord. Une autre question. Quand pensez-vous que le Smart Guidewire sera commercialisé? Et quelle est la stratégie de commercialisation? Alors, la stratégie de commercialisation, pour vous donner une idée, on a aujourd'hui fait un partenariat avec une boîte japonaise de dispositifs médicaux qui s'appelle Asahi Intech, qui par notre partenariat, va fabriquer. Donc, eux, ils sont experts à fabriquer ils ont parmi les meilleurs guidewires dans le monde. Et donc, ils vont fabriquer nos guidewires intelligents. Donc, ils ont envoyé une équipe ici, ils ont appris comment nous, on fait les guidewires intelligents. Et maintenant, on va pouvoir le scale up, faire le scale up de fabrication pour faire de fabrication industrielle. Donc, ça, c'est un partenariat très important pour Samsung. Un deuxième partenariat très important pour Samsung, c'est avec une autre boîte japonaise qui s'appelle Cosmotech. C'est un partenariat assez récent où Cosmotech s'est engagé à faire la commercialisation de ce guide neurovasculaire au Japon. Donc, ils ont l'exclusivité de commercialisation pour un guide neurovasculaire au Japon. Donc, on pense que ce type de partenariat pourrait être dupliqué dans d'autres marchés pour la commercialisation. Au niveau timing, on pense euh, de l'ordre dans les prochains 3 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, la technologie Sensome peut-elle avoir d'autres applications que celles que vous décrivez?
Oui, en fait, maintenant qu'on a fini de développer le guide intelligent neurovasculaire, on vient de démarrer deux autres essais cliniques pour deux autres indications. La première, c'est les biopsies de cancer de poumon. Donc, on pense que les mêmes capteurs d'impédance qu'on utilise pour les caillots dans le cerveau peuvent aussi distinguer entre les tissus normaux et les tissus cancéreux. Donc, quand on fait une biopsie, on sait, quand on prend un petit morceau du poumon, par exemple, on ne sait pas si on a vraiment pris dans le tissu cancéreux. Et donc là, avec notre même instrument, on va pouvoir un peu sonder autour de la lésion et savoir exactement où c'est la partie cancéreuse pour, pour guider où on fait la biopsie. Donc ça, on a commencé un essai clinique là-dessus. Un deuxième essai clinique qu'on vient de démarrer aussi est d'utiliser le guide intelligent pour ce qu'on appelle le deep vein thrombosis, donc le thrombose dans des veines profondes. Donc ça, c'est deux applications secondaires ou additionnelles où on pense pouvoir utiliser les mêmes technologies. Merci. Alors voilà, nous arrivons maintenant au terme de ce Q&A, de cette masterclass. Alors je tiens à vous remercier à nouveau, professeur Barakat, pour cette exposé. Ah, une dernière question qui vient d'arriver juste. Ok, donc on va commencer avec, comme on a quelques minutes là, je vais donner priorité à cette question. Le GuideWire n'est-il pas un objet vendu comme partie d'un kit avec l'objet principal, par exemple l'aspirateur? Comment comptez-vous le vendre? Avec des partenariats avec les boîtes existantes ou d'une autre manière? Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, les guidewires sont faits par certaines entreprises qui vendent donc ces guidewires aux fabricants de stent retriever ou aspiration catheter et donc qui montent leur device, leur dispositif sur ces guidewires. On va faire la même chose. Donc, nous, par exemple, avec notre partenariat avec Asahi, c'est Asahi qui va fabriquer notre guidewire. Ils vont le vendre aux fabricants de stent retrievers ou aspiration catheters qui vont les monter exactement de la même façon. D'accord. Donc là, je vais donner quelques secondes pour peut-être une question de dernière minute avant de conclure. Moi, je pense que toutes les questions ont été posées maintenant. Donc voilà, nous arrivons maintenant au terme de ce Q&A et de cette masterclass. Et je tiens à vous remercier à nouveau, professeur Barakat, pour cet exposé passionnant et du temps que vous avez passé avec nous. Merci à toutes et à tous de votre participation et de ce lien spécial que vous maintenez avec notre école. Au nom du Friends of École Polytechnique et de la fondation de l'École Polytechnique, je vous invite bien sûr à répondre à l'appel du Chairman's Challenge que Michel Combes a lancé en doublant votre soutien à notre école, en faisant un don dès aujourd'hui sur le site giving-x.org, mais aussi au travers de votre employeur s'il participe un programme de gift matching. C'est le cas par exemple de Google ou de Apple et de bien d'autres entreprises. Pensez-y, si votre employeur fait un one-to-one matching pour doubler votre don, le Chairman Challenge viendra le quadrupler. Alors merci encore de votre intérêt et de votre générosité. Très bonne journée ou soirée où que vous soyez et à une prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.